Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétro-programmation. Aujourd'hui, la vidéo sera presque identique à la précédente. Elle sera donc consacrée aux processeurs 6502 et 6510, mais elle sera en français pour le public francophone, non pas en anglais. Elle sera pour moi l'occasion d'apporter quelques précisions, même si les éléments abordés dans la vidéo sont en grande partie présents et parfois mieux détaillés dans mon ouvrage Le langage machine 6502 et 6510. L'ouvrage a été mis à jour récemment pour corriger quelques coquilles et surtout parler du processeur 65C02. Et si vous avez tendance à entendre des problèmes respiratoires, aucune inquiétude à avoir en ce qui concerne mes vidéos. La découpe et le montage, parfois, ne sont pas toujours optimisés, tout simplement. Le 6502 et le 6510 sont deux microprocesseurs 8 bits doté de peu de registres internes capables d'effectuer un adressage de 64 kilooctets au travers d'un bus 16 bits. Doit-on utiliser l'acronyme MPU pour désigner ces deux processeurs ou l'acronyme CPU? Eh bien, vous pouvez utiliser les deux acronymes, hein, ils sont tolérés, sachant que l'acronyme MPU est un peu plus ancien et plus logique, puisque MP désigne microprocesseur. Le terme MPU était utilisé à la fois par les rédacteurs d'ouvrages consacrés à ces deux processeurs, mais également le constructeur MOS dans ses documents techniques. Le terme CPU a remplacé au fil des ans le terme MPU à partir des années 80. On voit ça dans la fiche technique élaborée par Commodore qui a racheté l'entreprise MOS. Alors pour ces deux processeurs, chaque cycle d'horloge est un cycle d'accès en mémoire, au cours duquel la mémoire est soit lue, soit écrite, hein. Cela correspond à une opération externe. Et durant ce cycle de lecture ou d'écriture, ils effectuent parallèlement et simultanément une opération interne de décodage, interprétation ou d'exécution. C'est ce qu'on appelle en anglais le pipelining et en français on dira un jumelage. Certaines instructions peuvent ne prendre que 2 cycles minimum, c'est l'avantage de cet effet dit de pipelining, mais la contrepartie, c'est qu'il y a des opérations de lecture ou d'écriture qui deviennent inutiles ou redondantes. Vous avez dans cette image située à droite une illustration de l'effet pipelining que j'ai repris dans le manuel de programmation des processeurs de la famille MCS 6500. À gauche, vous avez les cycles utilisés et immédiatement après l'opération externe exécutée, c'est-à-dire en mémoire, et vous avez immédiatement à droite un descriptif des opérations internes. Alors ici, il s'agit d'une illustration donnée à propos de l'instruction ADC, réalisée en adressage à page absolue. Le premier cycle, bon, il est décrit comme le numéro 1, c'est une sorte de cycle 0. Le processeur va aller rechercher le code opération, mais au préalable, il va terminer l'instruction précédente et surtout augmenter le compteur ordinal de 1. Ensuite, l'exécution de l'instruction, en tout cas le décodage de l'instruction ne débute réellement que au cycle 2. Vous voyez ici, c'est marqué interprète, hein, ça va interpréter le code opération. Donc, l'opérande étant constitué de 2 octets, eh bien, il y aura 2 cycles utilisés pour la recherche de l'opérande, hein, de l'instruction. Et puis ensuite, vous avez un troisième cycle où la valeur correspondante est chargée, et ensuite l'instruction est exécutée et le processeur
va aller rechercher le code opération de l'instruction suivante. Donc on voit bien, ça fait ici, vous avez 1, 2, 3, 4 cycles, ou si vous voulez, ici 1, 2, 3, 4, hein, selon la position où on se situe. Le comportement des processeurs est contrôlé au moyen de 40 broches ou pattes, hein, si vous considérez que c'est un animal vivant qu'on appelle la puce. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les modèles de 6502. Vous avez une version particulière pour les Atari qu'on appelle Sally. Et puis pour l'Apple IIc et certains Apple II, vous avez le 6502. Je n'ai pas décrit ici, hein, mais qui ressemble à s'y méprendre au 6502 ou 6502. Et remarquez, alors 2-3 petites choses intéressantes. Ici, vous avez une broche particulière sur le 6502 qui est la broche SO, que vous ne retrouvez pas sur le 6510, qui sert à détecter un débordement, en fait, qui correspond au bit 6, hein, du registre d'état. Et sur le 6510, vous avez ici 6 broches particulières qui correspondent au port de données interne au processeur qu'il n'y a pas sur le 6502. Également une broche particulière qui permet le contrôle des accès aux bandes mémoire. Ensuite, le 6502 et le 6510 partagent exactement le même jeu de 56 instructions officielles qui vont dériver en 151 codes opérations, différents selon le mode d'adressage utilisé, évidemment. Une commande, hein, complète donnée au 6502-6510 consiste en une instruction sous la forme d'un seul octet, qu'on appelle le code opération, hein, opcode, et suivi le cas échéant d'un opérande de 2 octets au plus. L'opérande va préciser l'objet de l'instruction, hein, le type d'adressage, hein, donc il peut s'agir d'une adresse en mémoire, déterminée soit de manière directe, page 0, page absolue, indirecte, indexée ou relative. Ça peut être également l'adresse d'un vecteur à ce moment-là qui va pointer une adresse en mémoire. Et enfin, ça peut être tout simplement une valeur déterminée sur 8 bits, ce qu'on appelle un octet. Et lorsque l'instruction ne nécessite pas d'opérande, son objet est implicite. Si vous avez un tableau représentant les différents codes opérations officiels, hein, valides en tout cas, certains codes ne sont pas valides, en tout cas pas officiellement reconnus par le constructeur, MOS. 2-3 petits commentaires sur ce tableau. Ici, remarquez l'instruction BRK, elle a pour valeur 00. Et on voit quand même qu'il y a une certaine logique dans la manière dont les codes d'opération sont organisés. Vous voyez ici, vous avez des pages 0, alors indexées parfois non indexées. Vous avez ici les codes correspondant à des codes d'opération avec un adressage en page absolue, éventuellement indexé. Et puis vous avez ici un adressage relatif. Ici, vous voyez, lorsque le quarté, hein, de poids faible est égal à 0. Alors les 6502 et 6510 sont des processeurs Little Endian, petits boutistes. Cela signifie qu'ils écrivent et lisent les 2 octets composant les adresses en mémoire de l'ordinateur dans l'ordre suivant. D'abord l'octet de poids faible, qu'on appelle LSB en anglais, pour Least Significant Byte, puis l'octet de poids fort, en anglais ça donne Most Significant Byte, MSB.
À titre d'exemple, la commande pour un saut à l'adresse 1000 qu'on va écrire JMP $1000 en assembleur et placer en mémoire à l'adresse 0600 sera codée de la manière suivante. Donc, à l'adresse 0600, vous aurez le code 4C qui correspond au code opération de cette instruction JMP, jump. L'adresse suivante, le code 0 qui est l'octet de poids faible de l'adresse 1000 et à l'adresse suivante 0602, le code 10 qui correspond au l'octet de poids fort de cette adresse 1000. Les adresses en mémoire peuvent être utilisées pour contrôler la RAM, en lecture ou en écriture évidemment, la ROM en lecture seulement, ou les registres d'entrée et sortie, mais contrairement au 6510, le 6502 ne permet pas de changer l'attribution des bancs de mémoire. Les adresses en mémoire 0 et 1 sont réservées dans le 6510 à un port de données bidirectionnel 8 bits utilisé sur le Commodore 64 pour contrôler les entrées et sorties du lecteur de cassette dataset et la permutation des bancs de mémoire sur 3 étages. Alors, ces 3 étages, on les voit ici dans cette représentation graphique. Vous avez tout en bas la RAM, ensuite vous avez les ROM au 2e étage, ROM du basique et ROM du kernel, la ROM qui contient les données relatives aux caractères, et au 3e étage, les registres des entrées et sorties. Et le 6510 va pouvoir permettre une permutation, donc tout peut être de la RAM. Vous pouvez mettre la ROM, vous pouvez ici sélectionner, choisir de la RAM, la ROM des caractères ou le registre des entrées et sorties. Alors un mode d'adressage propre à la première page en mémoire, qui est située entre 0 et FF en hexadécimal, qu'on appelle la page 0, permet aux instructions d'être plus courtes ou plus rapides, puisque nous n'utiliserons que 2 octets au lieu de 3 normalement, et 3 cycles d'horloge au lieu de 4. La page 0 est une partie de la mémoire très souvent utilisée par le système d'exploitation d'un ordinateur équipé de ces 2 processeurs. L'un ou l'autre de ces processeurs, c'est le basique, mais alors sur le Commodore 64, c'est ce qu'on appelle le kernel. La pile des processeurs est une partie de la mémoire utilisée pour stocker et extraire des octets avec un gain de 1 cycle d'horloge par rapport à une sauvegarde en page absolue. Les octets sont stockés, placés dans la pile de haut en bas et ils sont retirés, extraits de bas en haut. La pile est directement reliée à la 2e page de mémoire entre les adresses 100 et 01FF et ces adresses ne peuvent pas être modifiées. Donc c'est l'octet de poids faible de l'adresse qui sera toujours changé. L'octet de poids fort, lui, reste toujours identique, c'est-à-dire à 0,1. Vous avez d'autres emplacements qui sont réservés dans la mémoire d'un processeur 6502 et 6510. Ce sont les 6 derniers octets de la mémoire entre les adresses FFFA et FFFF. Les adresses sont vectorisées avec celle de la routine de gestion des interruptions non masquables, NMI. Les adresses de la routine de gestion des réinitialisations et mises sous tension. Et les adresses de la routine de gestion des demandes d'interruption IRQ, masquables, qui traite également de l'instruction BRK pour break. Les registres sont des éléments utilisés pour exécuter et stocker des informations en microsecondes.
Et à cet égard, les deux processeurs, hein, 6502 et 6510, ont un nombre très limité de registres de programmation par rapport à d'autres processeurs de la même époque, comme le Z80, contiennent 6 registres programmables. Et de plus, hein, contrairement au 6502, le 6510 a un port de données mappé en mémoire aux adresses 0 et 01, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'absence ou la carence, hein, de registre de programmation est rééquilibrée par la présence du mode d'adressage en page 0, plus court, plus rapide, ainsi que la présence de cette pile du processeur. L'accumulateur, le roi des registres 8 bits, en quelque sorte, hein, le registre qu'on utilise le plus souvent en programmation. Il est utilisé pour stocker, lire et comparer des octets en mémoire, accéder à la pile du processeur et effectuer toutes les opérations arithmétiques et logiques sans pouvoir être incrémenté et décrémenté. Alors, il peut faire l'objet d'une addition ou d'une soustraction de 1, mais il ne s'agit pas d'une incrémentation ou décrémentation à proprement parler. Le registre X, c'est un registre 8 bits utilisé pour le placement, la lecture et la comparaison d'octets en mémoire. Il va servir également de compteur ou d'indexation des accès en mémoire. Il peut être décrémenté et incrémenté. En revanche, il ne peut pas faire l'objet d'addition ou de soustraction. Il peut être utilisé pour obtenir une copie du pointeur de pile du processeur ou modifier sa valeur. Le registre Y a exactement la même fonction que le registre X. En revanche, il ne peut pas être utilisé pour obtenir une copie du pointeur de la pile du processeur ou modifier sa valeur. Le compteur ordinal, programme counter en anglais, c'est un registre 16 bits, le seul du processeur. Il précise l'adresse du prochain octet à rechercher en mémoire. La valeur du compteur ordinal est automatiquement incrémentée d'une unité, sauf indication contraire, notamment au travers des instructions BRK, JMP, JSR. Et l'octet de poids faible du compteur ordinal est parfois appelé PCL, tandis que son octet le plus significatif est appelé PCH. Le pointeur de pile, maintenant, c'est un registre 8 bits. Alors, il contient en fait l'octet de poids faible, hein, de l'adresse immédiatement disponible dans la pile. Pile, hein, est toujours située en page 1, hein, donc elle débute toujours par 0,1. Et un placement dans la pile va entraîner une décrémentation du pointeur de pile. Ouais, il y a moins d'espace disponible, c'est normal. Et un retrait entraîne son incrémentation. Un placement ou un retrait excessif dans cette pile du processeur la fera déborder, mais le dysfonctionnement n'est pas détecté. Le registre d'état du processeur, hein, qu'on désigne parfois par l'acronyme P ou SR selon les ouvrages. Vous en avez une représentation graphique ici. Ce registre est un registre 8 bits qui va rapporter les résultats des opérations effectuées par le processeur. Ces bits numérotés de 0 à 7, qu'on appelle des drapeaux, flags en anglais, ou indicateurs, hein, sont activés ou désactivés en fonction des résultats obtenus. Le bit 5, vous voyez, n'a pas d'utilité. Le bit 0 de ce registre d'état, on l'appelle le drapeau de la retenue, carry en anglais, C. Il est activé lors d'opérations arithmétiques, de comparaison et de décalage logique. Lorsque la dernière opération a provoqué un report du bit 7 ou du bit 0 après un résultat. Le bit 1 ou drapeau 0 est activé cette fois-ci si le résultat de la dernière opération est égal à 0 ou si une comparaison donne un résultat nul.
Alors, le drapeau de désactivation, c'est le bit 2. Il va s'activer lorsqu'une interruption NMI IRQ ou l'instruction BRK se produit. Il va être activé également avec une instruction particulière qui s'appelle SEI, hein, c'est l'acronyme pour Set Interrupt Disable. Le bit 3 ou drapeau du mode décimal est un indicateur du mode de fonctionnement du processeur en base décimale et non pas hexadécimale lors des additions et des soustractions. Ce mode n'existe pas sur le processeur 6502 qui équipe la NES. Le bit 4 maintenant, ou drapeau pour break, hein, on dirait stop en français. Alors, le drapeau est activé lorsque l'instruction BRK a été exécutée, tout simplement. Alors attention, il est activé, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard dans les interruptions pour comment il est activé ou pas, hein. Voilà, c'est un peu particulier. Le bit 6 maintenant, ce drapeau est activé lorsque le résultat d'une opération arithmétique signée déborde, ne tenant pas sur 8 bits. Par exemple, vous ajoutez deux nombres positifs et vous obtenez un résultat négatif. Par exemple, 64 et 64, ça donne 128, mais c'est une valeur potentiellement signée. Ça peut valoir moins 128. Donc votre drapeau V va s'activer à ce moment-là pour vous dire attention, il y a un problème potentiel ou pas. C'est le programmeur qui décidera. Alors ce drapeau V est activé également avec la broche SO sur le processeur 6502. Le bit 7 maintenant, ou drapeau négatif, c'est un indicateur d'opération négative où lorsque le dernier octet chargé dans l'accumulateur, le registre X ou le registre Y, a lui-même son bit 7 activé. L'unité logique arithmétique se charge des opérations arithmétiques et logiques binaires. Ce n'est pas exactement un registre, hein, et c'est un peu le cerveau des processeurs 6502 puisqu'elle sert à calculer, hein. Computer en anglais, ça veut dire calculateur, hein. Et lorsque deux valeurs doivent être ajoutées, soustraites ou comparées, l'une de celles-ci est introduite dans l'unité logique arithmétique par l'intermédiaire de l'une de ces entrées, et l'autre valeur est introduite par l'intermédiaire de l'autre entrée. Alors généralement, l'accumulateur est une adresse en mémoire. L'ULA va effectuer ensuite le calcul demandé et place le résultat dans le bus de données afin qu'il puisse être transporté là où nécessaire. L'ULA dispose de deux entrées 8 bits, A et B, et d'une sortie 8 bits, ainsi que d'une entrée report retenue, et de 4 drapeaux indicateurs comme le registre d'état, N, V, C et Z. Ici, vous avez une représentation des flux entre les différents registres avec une indication des instructions correspondantes. Je vais terminer cette vidéo qui était assez théorique, en tout cas le début, par une illustration pratique au travers d'un programme conçu pour l'Apple II. C'est un simulateur 6502. Vous le voyez à l'écran. Il me permet de rentrer un code en langage machine au travers du moniteur de l'Apple II. Alors, je rentre un code à partir de l'adresse 800. Vous voyez à l'écran la correspondance du code en assembleur. Je lance maintenant le programme et nous voyons à l'écran maintenant les différents registres du processeur ainsi que l'unité logique arithmétique.
Nous voyons les adresses qui seront utilisées et surtout le code à partir de l'adresse. Alors c'est 808, mais lorsque le programme va se lancer, vous allez voir que les choses vont se mettre dans l'ordre. Le processeur va immédiatement chercher le premier code à l'adresse 800 et toute première chose qui est effectuée, c'est l'incrémentation du compteur ordinal. À l'adresse 800, le processeur va aller chercher le code opération A2. Le processeur va décoder ce code opération A2 et ça correspond à l'instruction LDX en mode immédiat. Le processeur va ensuite chercher le code immédiatement situé à l'adresse 0801. Le compteur ordinal est incrémenté de 1. À l'adresse 801, c'est le code FF qui va être chargé, c'est la valeur du registre X. Le registre d'état est mis à jour pour tenir compte de cette nouvelle valeur placée dans le registre X. Par convention, le bit 5 est activé, ainsi que le drapeau B. Le drapeau N est activé car il s'agit d'une valeur signée potentiellement négative. À l'adresse 802, le processeur va aller chercher le code opération, c'est 9A. 9A, ça correspond à l'instruction TXS qui va modifier le pointeur de pile. Ça va transférer la valeur de X vers le pointeur de pile. Le pointeur de pile est ajusté en conséquence et on voit que c'est le haut de la pile du processeur qui sera chargé, en tout cas recherché, si la pile est appelée. À l'adresse 803, c'est l'instruction LDA qui est recherchée. Ça correspond au code opération A9. À l'adresse 804, c'est à nouveau la valeur, le code FF qui est recherché. C'est la valeur qui va être attribuée, allouée à l'accumulateur. À l'adresse 805, c'est le code opération 48 qui est recherché. Il correspond à l'instruction PHA qui va placer la valeur de l'accumulateur dans la pile. Et nous voyons que c'est bien la valeur de l'accumulateur FF qui est placée en haut de la pile, puisque notre pointeur de pile indiquait bien également cette adresse FF pour 01 FF. Le processeur continue ensuite son petit chemin en recherchant les codes d'opération et les opérandes. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.